Il y a des matins où l'on se réveille avec la certitude douce et un peu menteuse que la vie tient entre vos mains comme une tasse de thé chaud, fragile, réconfortante, familière. Ce matin-là était exactement de cette nature. Je me souviens du soleil qui traversait les rideaux de lin beige de notre chambre à Aizenville, dessinant sur le parquet des losanges d'or pâle. Je me souviens de l'odeur du café que Thiébaut avait préparé sans que je le lui demande, et du plateau qu'il avait posé sur la table de chevet avec cette maladresse attendrissante qu'il avait toujours eue pour les gestes doux. Je m'appelle Solven, Solven Auréard, un prénom que ma mère avait trouvé dans un vieux dictionnaire de prénoms bretons, un prénom qui avait fait ricaner mes camarades de classe pendant des années et que j'avais fini par aimer comme on aime une cicatrice, parce qu'elle est à soi, irrémédiablement. Thiébaut et moi étions mariés depuis 11 ans. 11 ans. C'est le temps qu'il faut à un chêne pour commencer à avoir une vraie écorce. Nous avions construit quelque chose de solide, ou du moins c'est ce que je croyais. Un appartement à Paris, une maison de campagne à Aizenville, 2 chats nommés Braise et Muscade, et cette routine conjugale qui ressemble parfois à une prison dorée et parfois à un refuge, selon l'angle depuis lequel on la regarde. Ce matin-là, Thiébaut s'était assis au bord du lit avec un sourire que je ne lui connaissais pas tout à fait. Un sourire trop large, trop préparé, comme un costume qu'on enfile pour une occasion particulière. Ferme les yeux, Solven. J'avais obéi, amusé. Il avait posé quelque chose dans mes paumes ouvertes. Quelque chose de froid, de lourd, de parfaitement lisse. Quand j'avais ouvert les yeux, j'avais vu le jade. Ce n'était pas un bijou ordinaire. C'était un pendentif en jadéite impérial, la vraie, celle que les Chinois appellent fei kui, la couleur de l'eau profonde des forêts tropicales après la pluie. Un vert si intense qu'il semblait contenir sa propre lumière. La pièce était montée sur un fermoir en platine ciselée, avec 2 petits dragons enroulés l'un autour de l'autre, leurs écailles gravées à la main avec une précision qui me donnait le vertige. Il était accompagné d'un certificat d'authenticité d'une maison de vente aux enchères de Genève. 75 000 $. J'avais lu le chiffre 3 fois avant de le croire. Thiébaut, mais c'est complètement insensé. Pourquoi ? Il avait haussé les épaules avec cette façon qu'il avait de minimiser les choses importantes et de dramatiser les triviales. Parce que tu le mérites, parce que ça fait 11 ans, parce que je voulais que tu aies quelque chose de beau. J'aurais dû être simplement heureuse. J'aurais dû mettre le pendentif autour de mon cou et l'embrasser, et prendre une photo pour l'envoyer à ma sœur Doriane, qui aurait poussé des cris d'admiration depuis Lyon. Mais quelque chose dans son sourire, cette légère raideur derrière les yeux, cette façon qu'il avait eue de regarder légèrement au-dessus de ma tête plutôt que dans mes yeux, avait semé en moi un minuscule grain d'inquiétude, si petit que je l'avais aussitôt écrasé sous le poids du bonheur apparent. J'avais passé la journée à toucher le jade dans ma poche, à le sortir pour le regarder à la lumière, à le remettre dans sa boîte en bois de santal. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans sa couleur, quelque chose qui absorbait le regard comme un puits absorbe la pluie. Le soir, Thiébaut était rentré tard. Une réunion, avait-il dit. Il avait mangé peu, parlait moins encore. Il s'était couché en tournant le dos à la fenêtre, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Je m'étais endormie avec le jade sur la table de nuit, sa boîte entr'ouverte, sa lueur verte inexplicable dans l'obscurité de la chambre. C'est le vibrement de mon téléphone qui m'avait réveillée à 2h17 du matin. Un message. Numéro inconnu. « Débarrasse-toi-en vite, ou tu le regretteras. » J'avais relu la phrase peut-être 20 fois, debout dans la salle de bain avec le carrelage froid sous mes pieds nus, mon cœur cognant contre mes côtes comme un oiseau affolé contre une vitre. Je regardais l'écran. Je regardais Thiébaut endormi par la porte entrebâillée. Je regardais l'écran de nouveau. « Débarrasse-toi-en vite, ou tu le regretteras. » Qui envoie ce genre de message à 2h du matin ? Qui connaît l'existence du jade ? Thiébaut me l'avait offert ce matin-là, en privé, sans témoin. Mon cerveau avait commencé à tisser des hypothèses à une vitesse qui m'avait presque étourdie. L'argent, 75 000 $, c'était une somme considérable. D'où venait-elle ? Thiébaut gérait une petite agence d'architecture à Clichy. Nous vivions bien, mais pas somptueusement. Ce genre d'achat n'entrait pas dans nos habitudes. Avait-il contracté une dette ? Avait-il volé ? Avait-il reçu de l'argent d'une source que je ne connaissais pas ? Et si le jade n'était pas un cadeau, mais un transfert ? Et si quelqu'un voulait me le reprendre parce qu'il n'aurait jamais dû finir entre mes mains ? Je n'avais pas réveillé Thiébaut. Je ne sais toujours pas pourquoi. Peut-être parce que j'avais peur de sa réponse.
peut-être parce qu'une partie de moi savait déjà que sa réponse ne serait pas suffisante. J'avais tourné en rond dans la maison jusqu'à 3 heures, le jade serré dans mon poing. Puis j'avais pensé à Gwenaëlle. Gwenaëlle Auréard, Gwenaëlle Marchebout, de son nom de jeune fille, était la sœur de Thiébaut. Elle vivait à 10 minutes des Anvilles, dans une maison jaune avec un jardin envahi de rosiers grimpants et 2 filles adolescents qui jouaient de la guitare électrique à des heures improbables. Gwenaëlle était la femme la plus pragmatique que j'ai jamais rencontrée. Elle collectionnait les objets anciens, connaissait la valeur de tout et avait une façon de poser les choses sur une étagère qui leur conférait immédiatement une dignité particulière. Plus important encore, Gwenaëlle était quelqu'un en qui j'avais confiance. Confiance vraie, pas confiance de façade conjugale. À 7 heures du matin, après une nuit blanche qui m'avait laissé les yeux comme du papier de verre, j'avais pris ma voiture. Je n'avais pas laissé de mots à Thiébaut. Je lui avais envoyé un message. Chez Gwenaëlle, à tout à l'heure. 3 mots qui ne disaient rien et cachaient tout. Gwenaëlle m'avait ouvert la porte en peignoir, une tasse de café à la main, les cheveux nattés sur l'épaule, avec cette expression qu'elle avait toujours, un mélange de curiosité bienveillante et de légère impatience, comme quelqu'un qui sait déjà qu'on lui demande quelque chose avant même qu'on ait parlé. « Solven, tu as une tête à faire peur. Entre !» Dans sa cuisine, sous la lumière jaune du matin, je lui avais tout raconté. Le jade, le chiffre, le sourire trop large de Thiébaut, le message de la nuit, ma panique. Elle m'avait écouté sans m'interrompre. Gwenaëlle avait ce talent rare d'écouter vraiment, de regarder l'autre comme si ses mots avaient du poids. Quand j'avais fini, elle avait posé sa tasse et regardé le jade que j'avais sorti de ma poche. « Il est extraordinaire », avait-elle dit doucement. « Je sais, c'est pour ça que j'ai peur. » Elle avait relevé les yeux vers moi. « Tu veux me le donner ? Je veux que tu le gardes, juste quelques jours, le temps que je comprenne ce qui se passe. Si quelqu'un cherche à me l'extorquer, il ne pourra pas le trouver chez moi. » Gwenaëlle avait hoché la tête lentement, avec ce mouvement de tête qu'elle avait quand elle prenait une décision qui ne plaisait pas entièrement, mais qui avait du sens. « D'accord, mais Solven, parle à Thiébaut, aujourd'hui. » « Oui. »« Promis ? » ?»« Promis. » J'avais repris ma voiture, les mains légères et le cœur lourd. Le jade était dans la maison jaune de Gwenaëlle, posé sans doute sur une étagère entre un vase de galets et un pied de lampe art déco. En sécurité, probablement. Hors d'atteinte, peut-être. Je m'étais dit que j'allais rentrer, préparer du café fort, attendre que Thiébaut descende et lui poser la question directement. Simplement. D'où vient cet argent ? Qui c'est pour le jade ? Qu'est-ce que tu me caches ? Mais quand j'étais rentrée, Thiébaut était déjà parti. Un autre message. Urgence au bureau. Ce soir on parle. Ce soir on parle. Comme si cette phrase ne suffisait pas à remplir une journée entière d'angoisse. J'avais passé la matinée à chercher. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. Fouiller les affaires de son mari, c'est franchir une ligne que l'on ne peut pas effacer. Mais la peur est une mauvaise conseillère et une excellente clé passe-partout. Dans le tiroir de son bureau, j'avais trouvé des relevés bancaires que je ne connaissais pas. Un compte dans une banque privée genevoise. Thiébaut avait un compte genevois. Un compte auquel je n'avais jamais eu accès parce que je ne savais pas qu'il existait. Des mouvements réguliers depuis 18 mois. Des entrées conséquentes, des sorties vers des enchères, vers des maisons de vente spécialisées en art asiatique. Thiébaut achetait et revendait des pièces d'art depuis 18 mois, sans m'en dire un mot. J'avais refermé le tiroir. Je m'étais assise par terre, le dos contre le bureau, les genoux ramenés contre la poitrine. Je regardais le parquet. Les mêmes losanges d'or pâle que le matin, mais ils semblaient différents maintenant, plus froids, plus incertains. Qui était l'expéditeur du message ? Un concurrent ? Un revendeur mécontent ? Quelqu'un qui connaissait la provenance du jade et estimait qu'il ne m'appartenait pas légitimement ? Et surtout, était-ce Thiébaut qui était en danger, ou moi ? À 16 heures, mon téléphone avait sonné. Numéro inconnu. Pas un message cette fois, un appel. J'avais décroché sans réfléchir. « Madame Auréard ?» Une voix de femme, jeune, professionnelle, légèrement essoufflée. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Iskra Vondenhoff. Je suis inspectrice à la brigade de répression du banditisme, division patrimoine culturel. Je vous appelle au sujet d'une pièce de jadéite qui aurait été achetée il y a 3 semaines lors d'une vente aux enchères à Genève. » Le silence qui avait suivi cette phrase avait duré peut-être 2 secondes. Il m'avait semblé durer 2 ans. « Je vous écoute », avais-je dit.
La pièce en question fait l'objet d'une procédure d'identification. Nous avons des raisons de penser qu'elle pourrait avoir été prélevée illégalement d'une collection privée lors d'un cambriolage à Hong Kong en 2021. Si vous êtes en possession de cette pièce, je vous demanderai de ne pas la déplacer et de nous contacter au plus vite. Oui, je comprends. Madame Auréard, je dois vous préciser que vous n'êtes pas suspecte. Votre mari a coopéré avec nos services ce matin même, mais nous avons besoin de localiser le jade rapidement. Mon mari avait coopéré avec leurs services ce matin même. Thiébaut savait. Thiébaut savait depuis le matin, peut-être même depuis la veille. La réunion tardive, le silence au dîner, le dos tourné dans le lit. Le message, avais-je dit sans vraiment m'adresser à elle. Pardon ? Le message de la nuit dernière. Débarrasse-toi-en vite, ou tu le regretteras. C'est vous qui l'avez envoyé ? Un silence. Ce n'était pas un message officiel de nos services, Madame Auréard, mais il est possible qu'un de nos informateurs ait cherché à vous alerter de façon extra-officielle. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Comme si l'univers entier complotait à mi-voix et que je n'avais été informée de rien. Le jade n'est plus chez moi, avais-je dit lentement. Nouveau silence. Plus long cette fois. Où est-il ? Ce qui s'était passé ensuite avait la qualité irréelle des rêves éveillés. Ces moments où les événements se succèdent trop vite pour que la conscience les traite correctement et où l'on se retrouve à agir avant d'avoir eu le temps de penser. J'avais rappelé Gwenaëlle en roulant vers chez elle. Elle avait décroché à la deuxième sonnerie. Le jade, j'avais dit. Ne le touche pas, j'arrive. Solven, qu'est-ce qui se passe ? Je t'expliquerai dans 10 minutes. Elle m'attendait devant sa porte quand j'étais arrivée, le jade dans sa main, son visage portant cette expression que je ne lui avais jamais vue. Quelque chose entre l'inquiétude et une autre chose que je n'avais pas su nommer sur le moment. Derrière elle, assis dans son salon, il y avait Thiébaut. Et derrière Thiébaut, debout près de la bibliothèque avec ce calme particulier des gens qui attendent depuis longtemps, il y avait une femme en imperméable beige que je n'avais jamais vue de ma vie. L'inspectrice Vandenaf était plus jeune que je ne l'avais imaginé d'après sa voix. À peine 30 ans peut-être, avec des yeux sombres en amande et des cheveux courts qui lui donnaient une allure de photographe de guerre. Elle s'était levée quand j'étais entrée. « Madame Auréard, merci d'être venue rapidement. » J'avais regardé Thiébaut. Il avait le visage de quelqu'un qui vient de traverser quelque chose de difficile. Les épaules basses, les yeux fatigués, mais aussi, et c'est cela qui m'avait frappé, une sorte de soulagement, comme si un poids invisible venait d'être posé par terre après une longue marche. « Tu aurais dû me parler ?» avais-je dit. « Je sais. » 18 mois, Thiébaut. « Je sais. » Ce n'était pas le moment pour cette conversation. La vraie conversation, la longue, celle qui allait durer des heures et laisser des traces. Mais ces 4 mots avaient suffi pour l'instant. Je sais. Au moins il ne niait pas. L'inspectrice Vandenaf m'avait expliqué le reste avec cette précision sèche des gens habitués à raconter des histoires complexes en peu de temps. Le jade avait appartenu à une collectionneuse de Hong Kong nommée Bérénice Lunge Mako, une femme de 82 ans, veuve d'un diplomate franco-cantonais, dont la collection privée d'art asiatique avait été partiellement vidée lors d'un cambriolage en octobre 2021. Le jade, pièce maîtresse de la collection, avait disparu avec plusieurs autres objets. Interpol avait suivi sa trace pendant 2 ans. Il était passé par Shanghai, puis Singapour, puis une maison de vente aux enchères à Genève où il avait été vendu à un acheteur enregistré sous un nom d'emprunt. Cet acheteur, après enquête, était un intermédiaire qui travaillait pour plusieurs collectionneurs européens. L'un d'eux avait revendu la pièce, légalement, pensant de bonne foi que la provenance avait été vérifiée, à Thiébaut, lors d'une vente privée 3 semaines plus tôt. Thiébaut avait payé 75 000 $ pour un jade volé à une vieille dame de Hong Kong, sans le savoir. La maison de vente genevoise avait falsifié les documents de provenance. Elle faisait l'objet d'une enquête séparée. Le matin de mon appel avec l'inspectrice, Thiébaut avait été convoqué dans leur bureau parisien. Il avait coopéré immédiatement. Il avait donné tous les documents de la transaction, les coordonnées de l'intermédiaire, les relevés du compte genevois, ce compte qu'il m'avait caché non pas pour me tromper, m'avait-il dit plus tard, mais parce qu'il avait commencé cette activité comme un hobby secret, une passion qu'il nourrissait depuis l'enfance pour les arts asiatiques et qu'il n'avait jamais osé me montrer, par peur de paraître naïf, par peur du regard que je poserais sur quelque chose d'aussi intime que ses désirs cachés. 18 mois de secret pour protéger une vulnérabilité. 11 ans de mariage, et il n'avait pas trouvé comment me dire qu'il aimait les jades. Gwenaëlle avait tendu le pendentif à l'inspectrice Vandenaf avec ce geste précis qu'elle avait pour les objets précieux. 2 mains, paumes ouvertes, comme une offrande.
L'inspectrice l'avait pris dans une poche à scellé transparent. Le verre avait disparu derrière le plastique, puis dans son sac. 75 000 $, envolés. Mais cette disparition n'avait pas eu l'effet que j'attendais. Je ne m'étais pas sentie allégée. J'avais été foudroyée par quelque chose d'entièrement différent, quelque chose que je n'avais pas prévu. J'avais regardé Gwenaëlle, qui regardait Thiébaut, qui me regardait. Et j'avais vu dans le visage de ma belle-sœur une expression que j'avais enfin su nommer. Celle qu'elle avait en arrivant, avant même que j'entre. Pas de l'inquiétude, pas de la peur, de la tendresse. Il m'a appelée hier soir, avait-elle dit doucement, presque pour elle-même. Il ne savait pas comment te le dire. Il voulait que je sois là quand tu apprendrais. Il m'avait appelé sa sœur pour qu'elle soit là quand je découvrirai sa faute. Pas pour se couvrir, pas pour trouver une alliée contre moi, pour que je ne sois pas seule dans le choc. Cette pensée m'avait traversée comme un courant électrique, douce et brûlante à la fois, la façon dont arrive parfois la vérité quand on a passé des heures à la chercher sous les mauvaises pierres. Le jade avait disparu. Le secret avait disparu. L'argent avait disparu. Et ce qui restait, ce qui était encore debout dans cette cuisine jaune de Gwenaëlle, entre les rosiers grimpants et les guitares électriques et la lumière de fin d'après-midi, c'était quelque chose de plus résistant que 75 000 $ de jadéite impériale. Nous avions passé la soirée là, tous les trois. Puis les deux fils de Gwenaëlle avaient rejoint la table avec leurs airs d'adolescents faussement indifférents qui écoutent tout. Quelqu'un avait commandé des pizzas. Quelqu'un avait ouvert une bouteille de vin de la cave de Gwenaëlle. Un gros ermitage que personne n'avait vraiment regardé, mais que tout le monde avait bu. Thiébaut et moi avions parlé jusqu'à minuit passé, d'abord avec Gwenaëlle, puis seul, dans le jardin, assis sur le vieux banc en pierre sous le rosier le plus vieux qui sentait encore la rose même en cette saison, miraculeusement. Il m'avait parlé de son père, un homme que je n'avais connu que vieux et silencieux, mort il y a 4 ans, qui avait ramené d'un voyage en Chine dans les années 70 une statuette de jade vert pâle que Thiébaut avait contemplée des heures entières dans son enfance. La façon dont la lumière la traversait, la façon dont elle était froide en été et tiède en hiver, comme si elle respirait. Quand j'ai vu ce pendentif dans le catalogue, avait-il dit, j'ai pensé que c'était quelque chose que je voulais te donner depuis toujours sans savoir comment. Quelque chose de beau, sans explication. Je n'ai pas vérifié assez soigneusement. J'aurais dû. Je suis désolée. Je lui avais pris la main. Le jardin sentait l'humus et la fin de l'automne. Braise et muscade dormaient probablement sur notre lit à Paris. La prochaine fois que tu veux m'offrir quelque chose de beau, avais-je dit, tu me montres d'abord les documents de provenance. Il avait ri. Ce rire que j'aimais, le vrai, celui du fond, celui qu'il avait si rarement ces temps-ci. Et la prochaine fois que tu caches quelque chose, avais-je ajouté plus sérieusement, rappelle-toi que les inspecteurs de la brigade du patrimoine culturel trouvent les gens beaucoup plus vite que moi. Notez. Thiébaut ? Oui. La statuette de ton père, tu l'as toujours ? Il avait hoché la tête. Elle est dans un carton, au grenier de Gwenaëlle, depuis que l'appartement est devenu trop petit. Tu devrais la sortir du carton. Il m'avait regardé. Dans le noir, je ne voyais pas bien son visage, mais je l'entendais sourire. Oui, avait-il dit. Je crois que tu as raison. Le jade impérial était retourné à Bérénice Lounge Mako, à Hong Kong, 3 semaines plus tard. J'avais suivi l'affaire dans les journaux spécialisés que l'inspectrice Von Denhoff nous avait recommandés. La vieille dame avait donné une courte interview à un magazine d'art où elle disait simplement qu'elle était soulagée, que certaines choses n'appartiennent qu'à leur histoire et ne peuvent pas vivre ailleurs. Je trouvais cela juste. Nous avions perdu 75 000 $. La maison de vente genevoise faisait l'objet d'une action en justice, dans laquelle nous étions partie civile. L'intermédiaire avait été interpellé à Amsterdam. La procédure allait durer des années, comme toutes les procédures. Sur la cheminée de notre salon parisien, là où il n'y avait eu longtemps qu'un miroir et 2 bougeoirs en cuivre, il y avait maintenant une statuette de jade vert pâle, petite, simple, légèrement usée par les décennies. Pas impériale, pas extraordinaire, pas à 75 000 $. Mais quand la lumière du matin entrait par la fenêtre et la traversait en biais, elle avait exactement la couleur de l'eau dans les forêts profondes après la pluie. Et cela, je trouvais que cela valait quelque chose. Si cette histoire vous a tenu en haleine jusqu'au bout, likez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Les prochains récits arrivent très vite.